La radio crépita avec urgence. Tout aéronef, tout aéronef. Ici la SEAL Team 6. Nous sommes encerclés par près de 200 ennemis. Les munitions sont presque épuisées. Les pertes s'accumulent. Nous avons besoin d'un appui aérien rapproché tout de suite, ou nous sommes perdus. Le major Emily est croisé à 40 000 pieds au-dessus d'une zone classifiée lorsque l'appel retentit. Elle vérifia ses instruments. Seulement 12 minutes de carburant restantes. En dessous, un canyon attendait où une seule erreur signifierait s'écraser contre la paroi rocheuse. Mais 12 Navy SEALS étaient sur le point d'être anéantis à moins que quelqu'un n'accomplisse l'impossible. Emily poussa le manche vers l'avant, plongeant droit dans le danger. Son canon Go Avenger était chargé de 1174 obus perforants. Ce qui se passerait dans les 8 minutes suivantes serait étudié dans les écoles militaires pendant des décennies. Rencontrer le major Emily, 28 ans, un M68, avec une silhouette d'athlète, des cheveux blonds cendrés coiffés selon les règles, et des yeux verts assez perçants pour repérer des cibles depuis des altitudes qui déstabilisaient les autres pilotes. Elle avait déjà fait ses preuves. Emily avait piloté l'AED Thunderbolt 2, surnommé le Warthog, pendant 6 ans, totalisant plus de 800 heures de combat au cours de 3 déploiements clandestins dans des régions qui n'apparaissaient officiellement sur aucune carte. L'AED s'était craint dans le monde entier par quiconque regardait ses canons. L'appareil était essentiellement construit autour du monstrueux canon rotatif GAU-8 à 7 tubes, crachant des obus à uranium appauvri à raison de 3900 par minute. Les moteurs, le blindage, les ailes, tout cela n'existait que pour amener l'arme au combat. Et Emily était parmi les meilleurs pilotes de Warthog en vie. Elle était en patrouille de routine au-dessus de montagnes impitoyables dans un secteur non identifié, couvrant des unités terrestres qui frappaient des positions hostiles. Des crêtes déchiquetées et des ravins profonds sculptaient une terre si reculée que même les cartes classifiées la désignaient comme inexplorée. C'était sa 3e sortie de la journée, et le carburant était bas lorsque l'appel désespéré retentit. Tout aéronef, ici la SEAL Team 6. Indicatif d'appel Trident à 1. Nous sommes encerclés par 200 ennemis. Coordonnées classifiées. Nous avons des blessés. Munitions critiques. Demandons un appui aérien rapproché immédiat. Je répète, CAS immédiat, ou nous sommes perdus. La voix était calme, mais lourde, la marque des vétérans qui avaient déjà défié la mort. Pourtant, Emily pouvait encore entendre le chaos en arrière-plan, le crépitement des tirs, les explosions claquantes, les hommes criant des ordres et des décomptes de victimes. Elle jeta un coup d'œil à son carburant. 12 minutes avant le point de non-retour carburant, la limite où elle devrait faire demi-tour ou risquer un crash à sec au-dessus du territoire ennemi. La position des SEALS se trouvait à 40 miles au nord-est, à travers un terrain si redoutable que la plupart des pilotes l'évitaient complètement. Pour son AE-10, cela représentait 4 minutes de vol. Il lui resterait alors 8 minutes pour changer le destin entre 12 SEALS qui s'en sortiraient vivants, ou ne quitteraient jamais cette vallée. Trident à 1, ici OG 2 à 7. La voix d'Emily intervint sur la fréquence radio. J'entends votre appel pour un appui aérien rapproché. Je suis à 4 minutes. Donnez votre situation. La réponse vint rapidement, le soulagement évident, même à travers le code radio haché. OG 2 à 7, Trident à 1. Nous sommes coincés dans une vallée étroite d'environ 200 mètres de long sur 50 de large. Les ennemis pressent de 3 côtés, est, ouest, sud. Les côtés nord sont scellés par une falaise verticale. Nous comptons 200 combattants avec des roquettes et des mitrailleuses de calibre .50. 4 blessés, dont 2 graves. Munitions presque épuisées, moins de 100 cartouches restantes. Le cerveau d'Emily calculait déjà, élaborant un plan. Une vallée étroite signifiait presque pas de marge de manœuvre pour son Warthog. Le feu ennemi sur 3 côtés signifiait de multiples passes d'attaque sous différents angles. Et avec 200 combattants armés d'armes lourdes, ce serait le vol le plus risqué de sa carrière. Bien reçu, Trident à 1. Pouvez-vous marquer votre position? Affirmatif, OG 2 à 7. Fumigène orange lancé dans 3, 2, 1, marque. Emily descendit de 40 000 pieds à 20 000. Ses yeux parcouraient le terrain en dessous. C'était comme rien de ce qu'elle avait jamais survolé auparavant. Des montagnes s'élevant comme des murs, des vallées s'enroulant comme des serpents, et des crêtes rocheuses formant des bastions naturels. C'était une région qui dévorait les armées et ne laissait aucune trace.
Puis elle le repéra, une mince fumée orange s'élevant d'une vallée qui semblait incroyablement étroite, même en altitude, coincée entre des pics à peine cartographiés. Elle changea de canal pour le centre des opérations aériennes. Contrôle Harry, ici OG 2 à 7, répondant à des troupes au contact à l'intérieur d'un quadrillage de vallées non marquées. Demande d'autorisation immédiate pour un appui-feu danger proche. OG 2 à 7, contrôle Harry, soyez informés que cette vallée n'est pas cartographiée et présente des risques extrêmes. Vous êtes autorisé à tirer, mais une prudence extrême est recommandée. Point de non-retour carburant, 12 minutes. Finissez vite. Bien reçu, Harry. Je plonge. Emily poussa le nez de l'appareil vers le bas. Elle est A10, stable et délibérée, conçue pour la robustesse, pas pour le spectacle. Elle arma le GAU, passa en mode perforant incendiaire, et aligna son attaque. À 12 000 pieds, la vallée s'ouvrit à la vue, et c'était pire que ce qu'elle avait imaginé. À peine 50 mètres de large, des falaises abruptes s'élevant sur des centaines de mètres, un labyrinthe de flèches rocheuses, de ravins cachés et de chutes soudaines qui rendaient les trajectoires d'attaque normales suicidaires. Les ennemis étaient retranchés sur la crête, déversant des tirs sur les SEALS piégés en contrebas. Ils avaient choisi parfaitement une zone de mise à mort naturelle où toute évasion était sans espoir, et les renforts presque impossibles. Trident à 1, OG 2 à 7. J'ai repéré votre fumigène. Mettez-vous aussi bas et à couvert que possible. Je frappe la crête étant premier. Bien reçu, OG 2 à 7. Nous sommes à plat sur le sol. Feu libre. Emily aligna ses viseurs sur la crête où les éclairs des tirs brillaient intensément. L'approche fut brutale. Des colonnes de pierre déchiquetées s'élançaient vers le ciel comme les défenses anti-aériennes de la nature. Elle faufila les A10 entre elles, un écart de quelques pieds signifiant des ailes arrachées. L'altimètre chutait, 8000, 6000, 4000, plus bas que la plupart n'auraient jamais osé. Sa prise sur le manche resta calme, ses yeux scrutaient les obstacles, son esprit calculait les distances avec une précision mécanique. À 2000 pieds, elle appuya sur la gâchette. Le GAU-8 s'anima dans un grondement, un rugissement guttural résonnant à travers la vallée, le genre de son que les soldats priaient d'entendre. Chaque seconde déchaînait 65 obus de la taille d'une bouteille de bière, hurlant vers la cible à 3500 pieds par seconde. La crête s'illumina alors que les obus à uranium déchiquetaient la pierre, les armes et les combattants indifféremment. Elle maintint le tir pendant 3 secondes, 195 obus, déchirant une étendue de 100 mètres en pure dévastation. La roche éclata, les armes disparurent, les positions effacées sous la tempête. Emily tira le manche en arrière, les ailes du Warthog gémissant sous des jets brutaux alors qu'elle remonta et vira à gauche pour un autre passage. Une flèche déchiquetée passa à toute vitesse devant son aile gauche si près qu'elle pouvait voir les fissures gravées sur sa face. OG 2 à 7, Trident à 1. Excellent coup sur la crête. Les ennemis se dispersent de ce côté. Pouvez-vous frapper l'ouest? Bien reçu. Trident vire maintenant. Emily fit virer les A10 dans un virage serré, orientant son nez vers la crête ouest pour une autre frappe. Celle-ci était plus difficile. La crête se rapprochait de la position des SEALS, et le terrain était encore moins indulgent. Des piliers rocheux naturels s'élevaient comme des barrières, la forçant à un slalom juste pour aligner un tir. Elle redescendit d'altitude, zigzagant entre les tours de pierre qui semblaient construites pour arracher les ailes. À 1500 pieds, elle obtint un angle de tir net sur la crête ouest et tira. Une autre rafale de 3 secondes. 195 obus supplémentaires de fureur déchirant les positions retranchées. À travers son cockpit, elle aperçut la réaction en chaîne. Les stocks de munitions s'enflammant, le carburant s'enflammant, et la crête explosant en flammes et en éclats d'obus. Impact direct, OG. Vous venez de réduire au silence leurs armes lourdes à l'ouest, mais la plupart d'entre eux sont masqués sur le flanc sud. Emily n'avait pas terminé. Une dernière crête restait, le flanc sud, où la majeure partie de l'ennemi se pressait à couvert, protégé par la roche formant un labyrinthe naturel. Ce serait le passage le plus mortel de tous. Elle devrait aller encore plus bas, se faufilant à travers un terrain conçu pour détruire les avions sur le champ. Trident à 1, il me reste 5 minutes de carburant. Un dernier passage sur la crête sud. Ensuite, je suis forcé de rentrer à la base. Faites que ça compte. Bien reçu, OG. Le côté sud est leur bastion.
cassez-les là, et nous nous frayerons un chemin. Émilie arriva du nord cette fois, plongeant dans la vallée elle-même au lieu de frapper d'en haut. C'était de la folie. 350 nœuds à travers un canyon à peine assez large pour ses ailes. Les parois rocheuses se refermant comme les dents d'un dragon. La vallée virait sèchement, forçant un virage à gauche, un virage à droite, puis encore à gauche. Son alarme d'altitude retentit sans arrêt alors qu'elle descendait en dessous de 500 pieds, la limite de danger pour un terrain si brutal. Les murs de pierre passaient si près à toute vitesse qu'elle pouvait voir chaque bord déchiqueté. Mais c'est ce dont les SEALS avaient besoin. Et c'est ce qu'Émilie leur livra. Elle repéra une brèche étroite dans la crête qui donnait une ligne de tir sur le flanc sud, une ouverture à peine plus large que ses ailes. Elle n'avait qu'une seule chance. Émilie l'aligna, passa avec quelques pieds de marge, puis tira sec juste au moment où la crête sud remplit son viseur. Des combattants attendaient là, prêts à déverser des tirs dans la vallée, mais aucun ne s'attendait à ce qu'un A-10 rugisse d'en bas à 400 nœuds. Émilie se stabilisa, le nez sur la cible, et pressa. 3 rafales, 3 secondes chacune. Près de 600 obus déchaînés. Chaque obus atteignit sa cible, déchirant les combattants, déchiquetant les bunkers et réduisant les défenses en poussière. La crête sud fut anéantie sous la puissance de feu. Les véhicules explosèrent en boules de feu, projetant des débris au fond de la vallée. Émilie extirpa le Warthog avec à peine 100 pieds de marge. Les alarmes hurlaient à propos du terrain, du carburant et d'une douzaine d'autres urgences nées de cette manœuvre insensée. Elle venait de voler à travers un terrain que les manuels déclaraient infranchissable. Portant le coup qui renversa un combat impossible. Trident A1, Hawk 2 A7. Je suis à court de munitions et à mon point de non-retour carburant. Je dois me désengager. Pouvez-vous vous déplacer? La réponse revint, un soulagement brut traversant les parasites. Hawk 2 A7, vous venez de sauver 12 vies. Les ennemis sont en retraite de tous côtés. Nous bougeons maintenant. Merci n'est pas suffisant. Restez prudent, Trident. Hawk 2 A7, retour à la base. Émilie remonta en altitude, faisant demi-tour vers la base, son indicateur montrant à peine assez de carburant pour rentrer en boitant si rien d'autre ne tournait mal. Sa prise resta ferme sur le manche, bien que sa poitrine battait toujours avec l'adrénaline, après avoir effectué le vol le plus dangereux de sa carrière sur un terrain où personne n'aurait dû survivre. Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous a terrifié au-delà de toute mesure, sachant que l'échec signifiait des vies perdues? Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est être pétrifié et le faire quand même. Elle atterrit à la base avancée classifiée avec moins de 2 minutes de carburant restante. Alors qu'elle roulait jusqu'à sa place, une foule s'était rassemblée, étrange pour un retour de patrouille de routine. Une fois qu'elle sortit du cockpit, elle comprit pourquoi. La commandante, la colonelle Laura Grant, l'attendait avec des officiers et presque toute l'équipe de maintenance. Son chef d'équipe, le sergent-chef Daniel Vega, regardait l'avion comme s'il avait défié les lois de la physique. Major, je dois vérifier la cellule de cet avion pour les dommages. Le bavardage radio suggérait que vous avez volé à travers un terrain qui aurait dû arracher les ailes. Elle est A10 et solide, sergent, répondit Émilie. Madame, avec tout le respect que je vous dois, il est conçu pour encaisser les tirs, pas pour se faufiler dans des canyons de pierre à 400 nœuds. Des inspections structurelles complètes sont requises. La colonelle Grant s'avança, moitié admiration, moitié inquiétude. Major, c'était l'un des vols les plus agressifs que j'ai jamais entendus. Vous venez de sauver une équipe SEAL avec des manœuvres qui feraient transpirer les pilotes d'essai. Merci, madame. Juste mon travail. C'était plus que votre travail, Major. Plongez dans cette vallée non cartographiée à ces altitudes. C'est le genre de vol qui vaut des médailles ou brise des carrières. La vôtre pourrait être les deux. Pendant l'heure suivante, Émilie fut soumise à un débriefing. Les services de renseignement voulaient tout, altitude, angle, navigation, positionnement ennemi, effet des dommages. Les images de son poste de ciblage étaient déjà en cours d'examen, et des pilotes aguerris secouaient la tête d'incrédulité. Le décompte préliminaire montre que vous avez éliminé environ 150 combattants lors de ces passages, rapporta l'officier de renseignement. Les survivants se sont dispersés dans les collines, permettant aux SEALS de rompre le contact sans autre perte au-delà des blessés initiaux. Ils sont blessés. Quel est leur état? Demanda Émilie.
Le Medevac les a évacués 30 minutes après votre dégagement. Les 2 cas critiques sont stables, devraient survivre. Les 12 SEALS rentrent chez eux grâce à ce que vous avez fait aujourd'hui. Cette nuit-là, Emily était assise dans la salle de repos, rédigeant son rapport après action et luttant pour assimiler ce qu'elle avait accompli lorsque la porte s'ouvrit. 12 hommes équipés entrèrent, dirigés par un commandant Navy SEAL qui avait l'air de sortir de l'enfer. « Major est ?» demanda-t-il. Emily se leva. « C'est moi, lieutenant commandé Ryan Blake, SEAL Team 6. Mes hommes voulaient rencontrer la pilote qui nous a sortis de là aujourd'hui. » Les 12 SEALS remplirent la pièce, et pour la première fois, Emily se sentit petite parmi des guerriers comme eux. Mais Blake s'avança, lui tendit la main avec un respect sincère qui dépassait le grade et la branche. « Nous avons écouté le réseau pendant que vous faisiez ces passages, dit-il. Nous vous avons entendu voler ce canyon à 500 pieds, vous faufilant entre des formations rocheuses que nous ne pouvions même pas voir du sol. C'était le vol le plus fou, le plus audacieux, le plus incroyable que nous ayons jamais vu. Vous êtes allé dans un terrain qui tue les hélicoptères et avez réussi à faire passer un AE-10 à travers pour nous sauver. » Un autre SEAL s'approcha. Son ruban nominatif indiquait Alvarez. « Madame, nous avons travaillé avec toutes sortes de pilotes, jets rapides, voilures tournantes, drones, mais aucun n'a volé comme vous venez de le faire. Vous n'avez pas seulement fourni un appui-feu. Vous êtes devenu partie de l'équipe, partageant les mêmes risques que nous. Le Warthog est conçu pour ce genre de travail, répondit Emily, un peu modeste. Appui aérien rapproché, danger proche, troupe au contact. C'est sa raison d'être. L'avion est peut-être conçu pour cela, acquiesça Blake, mais il faut une race de pilotes différente pour plonger réellement dans un terrain comme celui-là. La plupart seraient restés en altitude, en sécurité. Vous êtes descendu dans la vallée avec nous. Vous vous êtes mise dans le même danger que nous. Un autre SEAL parla. Son ruban indiquait Coleman. Madame, quand cette embuscade a frappé, nous pensions que c'était fini. 200 combattants, une zone de mise à mort parfaite, aucune issue. Nous avions déjà fait la paix avec l'idée de mourir là. Puis votre voix est passée à la radio, et nous avons eu de l'espoir. Quand votre canon a craché le feu, nous avons su que nous rentrions chez nous. Vous étiez piégé dans ce danger à cause de la mission, dit Emily. Je n'allais pas vous laisser l'affronter seul. Blake plongea la main dans son gilet et en sortit quelque chose, un insigne du Trident SEAL, le symbole des opérations spéciales navales. L'un des badges les plus respectés au monde. C'est de mon équipe. Nous voulons que vous l'ayez. Vous l'avez mérité aujourd'hui. Je ne peux pas accepter ça, dit Emily doucement. Je ne suis pas une SEAL. Je n'ai pas suivi le BUDS ni gagné cela comme vous. Non, dit Blake, mais vous avez sauvé des SEALS quand personne d'autre ne le pouvait. Vous avez volé à travers un terrain qui aurait dû vous tuer pour nous ramener. Cela fait de vous l'une des nôtres. Cela fait de vous notre famille. Prenez-le. Emily accepta l'insigne, les mains tremblantes. Dans le monde des opérations spéciales, le respect des SEALS était le plus grand honneur que quiconque de l'extérieur puisse recevoir. Le trident n'était pas seulement du métal. Il signifiait la fraternité, le sacrifice, des liens que seul le combat peut forger. Merci, murmura-t-elle, de m'avoir fait confiance pour vous sortir de là. Merci d'être assez folle et habile pour réellement y parvenir, sourit Blake. Et vous avez un indicatif d'appel maintenant. Les gars étaient tous d'accord. Nous vous appelons Valkyrie. Celle qui décide qui vit et qui meurt au combat. Valkyrie, répéta Emily doucement, essayant le nom. Fitz, dit Alvarez, vous êtes tombé du ciel comme un mythe et avez choisi la vie pour nous au lieu de la mort. C'est exactement ce que font les Valkyries. 3 jours plus tard, Emily fut convoquée au bureau de la colonelle Laura Grant. Elle pensait que c'était un autre débriefing ou peut-être des papiers liés à la mission et à l'inspection que son AE-10 avait subi. Au lieu de cela, assise derrière le bureau se trouvait une générale 2 étoiles qu'elle n'avait jamais rencontrée, la générale Karen Whitfield. L'insigne sur son uniforme montrait qu'elle venait du quartier général du commandement du combat aérien. Emily se mit au garde à vous. Madame, Major est, à vos ordres. Rompez, Major, asseyez-vous. Emily s'assit, son pouce accélérant alors qu'elle se demandait ce qui amenait une générale 2 étoiles à une base opérationnelle avancée qui n'était même pas sur la carte.
Major, j'ai examiné les images du canon de votre mission il y a 3 jours. J'ai lu le rapport de l'équipe SEAL, le résumé des renseignements, la recommandation de la colonel Grant et les résultats de l'inspection de votre avion. J'ai également contacté plusieurs pilotes aguerris des AE-10 et pilotes d'essai concernant le scénario auquel vous avez été confrontés. Emily attendit, le cœur battant. Le consensus est clair. Ce que vous avez fait est soit la démonstration la plus magistrale d'appui aérien rapproché de l'histoire moderne, soit le mépris le plus téméraire pour toutes nos règles de sécurité. Les ingénieurs qui ont démonté votre Warthog ont trouvé des fractures de contrainte dans la cellule compatible avec des manœuvres bien au-delà des spécifications de conception. Vous avez tordu cet avion d'une manière pour laquelle il n'était pas conçu. Madame, La générale Whitfield leva la main. Laissez-moi finir. Vous avez volé à des altitudes et à travers un terrain que nos manuels d'entraînement interdisent formellement. Vous avez effectué des manœuvres où la doctrine dit clairement que les AE-10 ne peuvent pas opérer. Selon les règles, vous avez enfreint environ 17 réglementations différentes et pourriez faire face à une commission d'enquête. L'estomac d'Emily se serra, mais la voix du général s'adoucit. Vous avez également sauvé 12 Navy SEALs d'une mort certaine. Vous avez anéanti une force ennemie qui se croyait intouchable sur ce terrain. Et vous avez fait preuve de jugement, d'habileté et d'un courage brut que nous nous efforçons d'inculquer à chaque aviateur, mais que nous n'avons presque jamais vu exécuter avec une telle perfection face à des chances impossibles. La générale Whitfield se leva et contourna le bureau. Major, je suis ici pour vous dire que vous êtes décoré de la Air Force Cross pour héroïsme extraordinaire au combat contre un ennemi armé. C'est la deuxième plus haute décoration que notre service puisse décerner, et elle vous est remise parce que vos actions ont redéfini ce que nous pensions possible. Emily ne trouva pas sa voix. La Air Force Cross était presque mythique, réservée uniquement aux actes d'héroïsme les plus rares. Vous êtes également promu major, avec effet immédiat, continua Whitfield, et réaffecté à l'école d'armement AE-10 de Nelly, où vous formerez la prochaine génération de pilotes de Warthog à fournir un appui aérien rapproché lorsque la doctrine ne suffit pas. Merci, madame, réussit finalement Emily. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Dites que vous continuerez à voler comme ça quand les Américains auront besoin de vous, répondit la générale. Parce que parfois la mission exige plus que ce qui est sûr, ce qui est simple, ou ce que le manuel dit possible. Vous avez prouvé que vous êtes l'une de ces pilotes, dit Whitfield. Maintenant, apprenez aux autres à voler de la même manière. La cérémonie de promotion eut lieu 2 jours plus tard. Les parents d'Emily vinrent du Montana en avion, fiers mais ébranlés après avoir appris ce que leur fille avait réellement fait. Ses collègues pilotes des AE-10 étaient présents avec elle, ainsi que la colonelle Laura Grant, la générale Karen Whitfield et les 12 SEALs qu'elle avait sauvés. Alors que Whitfield épinglait les feuilles de chêne de major sur son uniforme, Ryan Blake se pencha et murmura. Chaque équipe SEAL sur le théâtre des opérations connaît votre nom maintenant. Ils vous appellent Valkyrie, et ils savent que si vous êtes là-haut quand les choses tournent mal, ils rentreront chez eux vivants. C'est une sacrée réputation. La cérémonie se termina par la présentation officielle de la Air Force Cross. Alors que la générale lisait la citation, décrivant la mission avec des mots qui semblaient encore plus impossibles que ce dont Emily se souvenait, le poids de tout cela s'abattit sur ses épaules. Elle n'avait pas seulement sauvé 12 vies. Elle avait prouvé que les AE-10, rejetés par certains comme étant obsolètes, pouvaient toujours agir là où aucun autre appareil ne le pouvait. Elle montrait que l'appui aérien rapproché n'était pas seulement une question d'armes ou de technologie. C'était une question de pilotes prêts à partager le risque avec les hommes au sol. 6 mois plus tard, le major Emily se tenait devant une salle de classe de pilotes des AE-10 vétérans à Nelly. C'étaient des aviateurs expérimentés, beaucoup ayant déjà fait leurs preuves au combat, s'entraînant à devenir officiers d'armement, les instructeurs d'élite de la force. Le sujet d'aujourd'hui est l'appui aérien rapproché en terrain interdit, commença Emily. Plus précisément, nous allons décortiquer une mission dans une vallée non cartographiée où une équipe SEAL était encerclée par 200 combattants ennemis sur un terrain où la doctrine dit que les avions à voilure fixe ne peuvent pas survivre. Elle lança les images de la caméra de tir de sa sortie. La classe regarda en silence alors que la vidéo montrait la plongée dans cette vallée impossible, le zigzag entre les flèches de pierre, les tirs effectués à des altitudes dangereusement basses, les frappes placées à quelques mètres des positions amies. Cette mission a enfreint toutes les règles d'opération standard que nous avons, dit Emily lorsque le flux s'arrêta. Les altitudes étaient suicidaires. Le terrain aurait dû être infranchissable. La distance aux troupes amies dépassait toutes les marges de sécurité.
Selon une analyse normale, cela aurait dû se solder par un échec. Elle marqua une pause, rencontrant le regard de chaque étudiant. Les 12 SEALS sont en vie parce que quelqu'un a tenté l'impossible quand c'était le seul choix restant. Votre travail en tant que pilote des A-10 est d'apporter un appui aérien rapproché aux troupes sous le feu. Parfois, cela signifie suivre le livre. Parfois, cela signifie réécrire le livre quand les anciennes règles ne correspondent pas au combat devant vous. Une main se leva. Madame, comment saviez-vous que vous pouviez traverser ce terrain sans vous écraser contre la roche? Je ne savais pas avec certitude, admit Émilie. Je l'ai étudié en altitude, calculé les angles dont j'avais besoin, et fait le meilleur jugement possible avec les informations dont je disposais. Puis j'ai fait confiance à mon entraînement, à mon avion et à ma capacité à réagir si quelque chose d'inattendu apparaissait. Et si vous vous étiez trompé? Pressa un autre étudiant. Alors je serais morte, dit Émilie simplement. Étage 12 SEALS serait mort avec moi. Mais l'autre option était de les laisser mourir pendant que je tournais en sécurité en altitude. C'était inacceptable. Une main se leva au fond. Madame, comment savez-vous quand prendre ce genre de risque? Quand dépasser les limites de sécurité? Émilie réfléchit un instant avant de répondre. Vous devez connaître 3 choses sans aucun doute, les limites de votre avion, vos propres limites et la situation tactique. Le Warthog peut faire ce qu'aucun autre avion ne peut. Il a été conçu pour voler bas, pour encaisser les coups, pour délivrer un tir précis là où rien d'autre ne pourrait survivre. Mais il faut un pilote qui comprend cela et qui est prêt à l'utiliser quand des vies sont en jeu. Elle afficha un schéma tactique. Décortiquons la mission étape par étape. Premier passage, Créteil. Je suis venu de l'ouest en utilisant une formation rocheuse comme repère pour l'altitude et l'angle d'attaque. Pendant les 4 heures suivantes, Émilie décortiqua chaque instant de cette bataille. La classe prit des notes frénétiquement, posant des questions sur la navigation, le choix des munitions, les appels radio, la gestion du carburant et les décisions prises en une fraction de seconde qui signifiaient la survie ou l'échec. Pourtant, la vraie leçon n'était pas dans les chiffres ou les tableaux. C'était dans l'état d'esprit. Être pilote de Warthog signifiait voler dans des endroits qui faisaient reculer les autres, parce qu'en bas, des Américains comptaient sur vous quand personne d'autre ne pouvait passer. Au fil des ans, Émilie est devenue l'une des instructrices les plus respectées de l'histoire de l'armée de l'air. Ses étudiants n'apprenaient pas seulement des tactiques, ils apprenaient le credo du Warthog. Le succès ne se mesure pas par les marges de sécurité, mais par les vies sauvées. Dans son bureau, l'insigne du tridentil que Ryan Blake lui avait donné était encadré à côté d'une photo des 12 hommes qui avaient quitté cette vallée non cartographiée. En dessous, une phrase qu'un de ses étudiants avait scotchée, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le jugement que quelque chose d'autre importe plus que la peur. » 5 ans après cette mission, Émilie était de retour au combat. Cette fois, elle menait un vol des A-10 en soutien aux opérations spéciales dans une autre région qui n'existait pas sur les cartes. Le profil était familier, troupes au contact, terrain brutal, besoin désespéré d'appui-feu rapproché. Valkyrie Lead, ici Phantom 1-1. Nous essuyons des tirs depuis des positions en hauteur sur un terrain difficile. Demandons un appui danger proche. Émilie balaya le sol en dessous. Une autre vallée, plus de roches déchiquetées, plus de conditions de vol impossibles. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 3 ailiers volaient à ses côtés. Des pilotes qu'elle avait elle-même formés. Des hommes et des femmes qui avaient étudié sa mission et appris ce que LA-10 pouvait faire entre les mains de quelqu'un qui refusait d'accepter l'impossible. Phantom 1-1, Valkyrie Lead, nous vous couvrons. Marquez votre situation et préparez-vous à recevoir un appui. Alors qu'elle menait son vol dans une autre vallée où la doctrine disait qu'aucun avion ne pouvait survivre. Émilie pensa aux 12 SEALS qu'elle avait sauvés, aux centaines d'étudiants qu'elle avait formés et à la tradition qu'elle perpétuait. LA-10 Warthog avait été qualifié d'obsolète, de dépassé, destiné à la retraite. Mais tant que les troupes américaines combattraient au sol dans des circonstances impossibles, il y aurait toujours un besoin de pilotes prêts à plonger directement en enfer pour les protéger. Et tant que des aviateurs comme Émilie, Valkyrie, seraient prêts à dépasser toutes les limites pour ramener leurs hommes chez eux, le rugissement distinctif du canon GAU-8 resterait le plus beau son qu'un soldat puisse jamais entendre lorsque la mort semblait certaine. Si vous avez déjà eu à faire quelque chose qui vous terrifiait parce que la vie de quelqu'un en dépendait, souvenez-vous d'Émilie. L'héroïsme ne consiste pas à ne jamais ressentir de peur.
C'est être terrifié et le faire quand même. Parce que l'alternative est impensable. La pilote qui a autrefois plongé à travers un canyon non cartographié pour sauver 12 SEALs a prouvé que l'exigence la plus vitale pour toute mission ne se trouve pas dans un manuel ou une fiche technique. C'est la volonté de devenir plus que ce que l'on pensait possible lorsque des vies sont en jeu. Et quelque part au fond d'une vallée qui n'est marquée sur aucune carte, résonne toujours le plus beau son que ces 12 guerriers aient jamais entendu, le tonnerre de la délivrance livré par quelqu'un qui savait que certaines vies valaient tous les risques. Merci d'avoir regardé. C'était les histoires du vieux Bill. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires incroyables comme celle-ci.